Le soleil d'été jette l'or de ses rayons du haut du ciel pur sur le pâtre et ses moutons. Pour l'astre, il est vain de déployer tant d'ardeur, le berger déjà est consumé de chaleur. Le feu de l'amour en son jeune cœur fait rage. Ses bêtes sont là, paissant non loin du village. Tant que çà et là cherche sa vie le troupeau, lui peut rêvasser, étendu sur son manteau. Tout autour de lui des fleurs s'ouvrent à foison, il n'en a souci, dédaignant leur floraison. À un jet de pierre, un ruisseau s'écoule et bruit, le jeune garçon n'a vraiment Dieu que pour lui. Mais est-il vraiment attiré par cette eau fraîche ou par cet enfant qui près de l'eau se dépêche? Par sa grâce svelte et par ses longs cheveux blonds, sa taille qui ploie et fait saillir ses seins ronds, jupe retroussée aussi haut que le genou, et lavant le linge au ruisseau limpide et doux, ses genoux polis sortent de l'eau qui les baise, Jeannot du maïs s'en émerveille à son aise. Eh oui, ce berger qui sur l'herbe se prélasse est Jean du maïs, qui d'autre prendrait sa place? Et cet Ilouchka qui, affairé à l'ouvrage, enferme son cœur tel un nacré coquillage. Ilouchka chérie, étui nacré de mon âme, ainsi dit Jeannot à la belle qui l'enflamme, de grâce à présent tourne tes regards vers moi, puisqu'en ce monde toi seul tu fais ma joie. Tu le sais, Jeannot, cher cœur, je voudrais venir, mais ma tâche attend, que je dois vite finir. Sans cela ce soir ma peine serait amère, ma marâtre est dure et me surveille en mégère. Ainsi répondit Ilouchka, la jolie blonde, tout en s'activant plus diligemment dans l'onde. Mais le jeune pâtre, alors bondissant vers elle, lui dit tendrement: ne crains rien si je t'appelle. Approche, colombe, approche ma tourterelle, car pour t'effleurer mes baisers auront des ailes. Ta marâtre est loin, je te supplie, mon cher cœur, de ne point me faire ainsi mourir de langueur. De la belle enfant par ce langage attiré, il saisit la taille en ses deux bras enserrés, lui baisant la bouche en plus de 100 baisers doux, seul put les compter celui qui dénombre tout. Mais le soir venait et vite avançait le temps. L'onde du ruisseau mira le rouge couchant. La mère au logis crie, écume de colère, en se demandant ce qu'Ilouchka peut bien faire. La méchante vieille en soupçons se dépensait, enfin des propos succèdent à ses pensées, et les mots n'en sont proférés de bonne grâce. Je vais la chercher, gare si je vois sa trace. Gare à toi, voici, Ilouchka pauvre orpheline, que derrière toi la mégère se dessine, bouche toute grande et s'époumonnant si fort qu'au rêve d'amour elle te prend sans effort. Fille sans honneur, infâme qui n'est point sage, tu veux t'exposer aux racontars du village, tu gobes ainsi les mouches, démon pervers, que le diable vienne et qu'il t'emporte en enfer. Allons, ma commère, il suffit, tu deviens folle. Ferme ton clapet ou je t'y mets de la colle. Et si tu redis encore un mot offensant, de tes gencives tombent les dernières dents. Pour mieux protéger son amoureuse tremblante, le pâtre grossit encore sa voix menaçante, roulant des yeux durs et courageux, il poursuit, ajoutant ces mots à ceux qu'il a déjà dit. Si tu ne veux pas que j'incendie ta maison, laisse l'orpheline en paix de toute façon, cette pauvre enfant dont les tâches sont si dures et dont le pain sec est l'unique nourriture. Va, mon Ilouchka, la langue te reste encore si l'on te fait mal pour te plaindre de ton sort. Quant à toi, bon vent, et ne regarde les autres, tes péchés jadis ont bien dépassé les nôtres. Jeannot du maïs, sur ce, prit sa houppelande et fut rassemblé tout son troupeau sur la lande,
Mais ce n'est qu'alors qu'il vit de frayeur saisi qu'il ne lui restait çà et là que quelques brebis. Voici que maintenant le soleil s'est couché. Jeannot n'a réuni le troupeau qu'à moitié. Où donc l'autre moitié? Jeannot ignore tout. Peut-être est-ce un voleur, peut-être est-ce le loup. L'autre moitié est de toute façon perdue. Recherche et chagrin sont peines superflues. Que faire? Jean, s'armant d'un courage plus ferme, dirige le reste du troupeau vers la ferme. Il t'en cuira, Jeannot, voilà qui est certain. Ainsi se disait-il tristement en chemin. Mon maître n'est pas né coiffé d'un astre heureux, et maintenant, mais Dieu décide de ce qu'il veut. Donc il pensait ainsi, mais il n'eut pas le temps de songer plus. Devant le portail, il attend, son irascible maître est vite devant lui, se préparant déjà à compter les brebis. Maître, je t'en supplie, ne compte pas tes bêtes, je ne veux pas mentir, leur troupe est incomplète. C'est ma très grande faute et j'en reste interdit, mais n'y puis rien. Ainsi parla Jean du Maïs. Son maître réagit. De son calme, il s'arrache, pour la tordre d'un coup se saisit la moustache. Jeannot, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Tes affaires vont bien. Tes folies, tu les sais. Mais il se révéla que le conte était vrai. Le maître de Jeannot en devint insensé. Il se mit à rugir, hurlant dans sa fureur. Ma fourche, que j'embroche à l'instant ce voleur. Ah, grand Dieu, le brigand, le pendard et le gueux, puisse un corbeau venir et t'arracher les yeux. Je t'ai soigné, nourri. Était-ce pour ce faire? La corde du bourreau va régler ton affaire. Disparais de ma vue, que ce soit à jamais. Et comme ses propos ainsi se déversaient, d'une perche de meule il s'arme, et sur Jeannot cette perche à la main il se rue aussitôt. Or Jeannot du Maïs s'enfuit, non de frayeur, car devant les assauts ce garçon a du cœur. Il a le poignet sûr, vaut 20 gars résolus, bien que ces 20 printemps ne soient point révolus. Non, s'il fuit, c'est qu'il sait que son maître a raison, de tant s'encolérer en perdant ses moutons. Puis faut-il en venir aux mains, combattre ainsi son maître, presque un père qui l'avait nourri? Lorsque l'eau de l'étang fut changée en miroir, où 1000 astres brillants pouvaient s'apercevoir, Jean se trouvait devant le jardin d'Ilouchka, ignorant tout à fait comment il était là. Il s'arrêta, faisant de sa flûte rustique tant aimée résonner la plus triste musique. La rosée recouvrant herbes, buissons et fleurs, d'astres apitoyés, peut-être était le pleur. Ilouchka dort déjà sous la voûte à l'entrée, s'accouche aux jours d'été. Mais très vite attirée par la musique familière, elle accourut et rencontra Jeannot devant elle apparut. La vue de son berger ne lui fit nul plaisir. Brusque, la peur la prit. Elle se mit à dire « Jeannot, mon cœur, que t'arrive-t-il? Tu es pâle comme lune mourant par les nuits automnales. Ah, comment n'être point et pâle et soucieux quand ton visage va disparaître à mes yeux. Mon cher petit Jeannot, déjà te voir m'effraie. Pour Dieu, ne parle plus ainsi que tu le fais. Doux printemps de ma vie, c'est la dernière fois que ma flûte pour toi fait retentir sa voix. C'est la dernière fois que je t'enlace, amour, car je dois maintenant m'éloigner pour toujours. À présent, Ilouchka, douce rose, à présent Dieu te bénisse et pense à moi de temps en temps. Quand, chassé par le vent, un chardon vagabonde, songe à ton pauvre amant qui erre par le monde. À présent, mon Jeannot, pars s'il te faut partir, que Dieu suive tes pas et veuille les bénir. Si quelque fleur jetée sous tes pas se révèle, songe à ta bien-aimée qui se fane comme elle. Se séparant comme du rameau la verdure, leur cœur fut un hiver plein de sombre froidure. Ilouchka longuement dans les larmes s'épanche, et Jeannot les essuie avec ses larges manches.
Il partit sans savoir où menait le chemin, car peu lui importait où aboutir enfin. Des bergers près de lui sifflaient sans qu'il le sache, et non loin résonnaient les clochettes des vaches. La lune, congédiée par le soleil plus clair, la poussant l'entourait partout telle la mer. Du levant au couchant de ce soleil doré, à l'infini, la plaine plate s'étendait. Là ne sont plus d'arbres, de buissons, ni de fleurs. Sur l'herbe rare brille une rosée en pleurs. Près du pâtre apparut dès les premiers rayons un étang rougeoyant, tout entouré de joncs. Au bord de cet étang, dans les joncs, un héron, cherchant quelque gibier, dresse son cou trop long. Montant et descendant de leur vol voyageurs, au-dessus de l'étang vont les martins pêcheurs. Il ouvrit sa musette et s'assit sans retard sur le sol, dévorant ce qui restait de l'art. Soleil, ciel bleu le regardaient, à l'horizon, le féerique mirage offrait ses visions. De ce petit repas, il se trouva fort bien. Dans l'étang, éteignant sa soif après sa faim, il plongea son chapeau en coupe improvisée, sa soif brûlante ainsi fut bien vite apaisée. Mais du bord de l'étang, il ne s'éloigne guère, car déjà le sommeil alourdit ses paupières. Sur une taupinière, il repose son front, par une bonne nuit, ses forces reviendront. Il ne devait pas être loin de minuit, une faible clarté clignota devant lui. En s'approchant, il vit qu'une pâle lumière, au cœur de la forêt, sortait d'une chaumière. Jeannot pense aussitôt. Certes, bougie ou cierge, cette faible lueur doit venir d'une auberge. Par la grâce de Dieu, dans peu de temps j'y suis, et pour me reposer, j'y passerai la nuit. Il n'en reste pas moins que Jeannot fait erreur. La maison sert de repère à 12 voleurs, et de surcroît elle n'est pas vide. Dedans, à ce moment précis, se trouvent les brigands. La nuit et les brigands, les pistolets, les haches. Rire n'est point de mise. Et Jeannot n'est pas lâche. Il a de la valeur et le cœur bien placé. Avec courage, il est dans ce repère entré. Que le bon Seigneur Dieu vous donne un soir heureux, fut le salut de Jean pour s'adresser à eux. Aussitôt les brigands, leurs armes à la main, se jettent sur Jeannot, mais leur chef intervient. Infortuné, qui donc es-tu? N'es-tu que deuil pour oser approcher et franchir notre seuil? N'as-tu d'épouse encore? N'as-tu pas de parents? Quoi qu'il en soit, ici c'est la mort qui t'attend. Mais le cœur de Jeannot ne battit pas plus fort, il ne devint plus pâle aux menaces de mort, et c'est certes la voix assurée et sereine qu'il répondit aux paroles du capitaine. Celui pour qui la vie est trésor précieux agirait sagement de fuir vers d'autres cieux. Mon âme, quant à moi, de cette vie est lasse, et c'est donc sans terreur que je vous parle en face. Si cela vous agrée, si le cœur vous en dit, laissez-moi reposer près de vous cette nuit. Sinon, massacrez-moi, faites à votre envie. Je ne défendrai point ma misérable vie. Tranquille, il parle ainsi et puis attend son sort. Les brigands sont surpris et s'émerveillent fort. Le capitaine enfin l'apostrophe en ces termes. Je te le dis, petit, ton cœur est des plus fermes. Oui, tu me fais l'effet d'un gaillard étonnant. Dieu certes t'a créé pour devenir brigand. Tu méprises la vie sans craindre le trépas, c'est toi que nous cherchions. Donc, top là, mon gars. Plaisanterie pour nous que meurtre, vol, larcin. Les prix de nos forfaits sont des riches butins. Ce tonneau est plein d'or, l'autre rempli d'argent. Acceptes-tu d'être des nôtres maintenant? Dans l'esprit de Jeannot vont des pensées étranges. Sa feinte bonne humeur sait leur donner le change. Je suis des vôtres, leur dit-il, prenez ma main. C'est le plus beau moment de mon mauvais destin. Mais le chef dit, afin que la joie soit complète,
Voyons à la rosée et préparons la fête. Explorons les cruchons de bon vin soutirés avec d'autres trésors aux caves des curés. À explorer ainsi le fin fond des cruchons, leur cervelle à la fin perdit toute raison. Mais Jeannot s'observait, seul en cette aventure. Quand on l'incite à boire, il garde la mesure. Le vin, puis le sommeil, vint fermer les paupières des larrons, et c'est bien ce que Jeannot espère. Lorsque tous les brigands tombèrent tour à tour, il ne put se tenir de faire ce discours. Bonne nuit, car vous ne vous éveillerez plus qu'aux trompettes du ciel sonnant pour les élus. Vous avez trop soufflé de cierges pour autrui, je fais fondre sur vous une éternelle nuit. Puis je remplis mon sac des trésors de vos caves. Ilouchka, mon amour, tu cesses d'être esclave. La vieille n'osera te toucher un cheveu, et je t'épouserai, le ciel ainsi le veut. Mais ô Dieu créateur, quelle pensée m'assaille, l'argent maudit, mieux vaut rester sans sou ni maille. Le sang agglutiné colle à ces pièces d'or. Pourrions-nous être heureux avec un tel trésor? Même pas y toucher, je ne l'aurais pas pu, car je n'ai pas le cœur ainsi tant corrompu. Continue, Ilouchka, de bien porter ta croix, confie ta pauvre vie au bon Dieu qui te voit. Ayant dit, Jeannot sort une bougie en main, il quitte la demeure, accomplit son dessein, met aussitôt le feu aux quatre angles du toit, et la flamme rageuse est partout à la fois. Le toit n'est qu'une flamme unique en un clin d'œil, sa langue rougeoyant menace un ciel en deuil, dont l'azur tourne au noir sur la triste maison, la lune claire aussi pâlit à l'horizon. L'insolite clarté se répandant partout, réveille brusquement chauve-souris, hibou, et le vif bruissement des ailes déployées secoue en palpitant le calme des feuillets. Quand le premier rayon de lumière éclatante a touché la maison et ses ruines fumantes, le soleil risque un œil par les volets détruits. 12 squelettes noirs, c'est tout ce qu'il y vit. Par-delà 7 fois 7 pays, Jeannot voyage. Il oublie ce repère où le feu a fait rage. Quand soudain, une lueur brusque l'éblouit. C'est sur des sabres nus que la lumière luit. Des soldats s'avançaient vers lui, de fiers hussards. Le soleil caressait leurs armes au hasard, et leurs chevaux piaffaient et s'ébrouaient sous eux, en secouant, fringant, leurs coups aux crins soyeux. En les voyant si beaux et s'approcher ainsi, dans sa poitrine le cœur de Jean a bondi. Il se prit à songer. Ah, s'il voulait de moi, je serais volontiers un hussard, par ma foi. Les soldats près de lui, leur chef dit à Jeannot: que fais-tu par ici, pays triste et palot, et pourquoi tires-tu aussi longue figure? As-tu donc à tel point eu mauvaise aventure? Et Jeannot de répondre avec un grand soupir: des proscrits d'ici-bas, vous contemplez le pire. Pourtant, si je pouvais m'engager dans vos rangs, je défierais en joie jusqu'au soleil brillant. Le chef répond: pays, réfléchis bien encore, nous n'allons pas jouer, mais nous donnons la mort. Le Turc vient d'attaquer le bon peuple de France, et nous voulons porter à ce peuple assistance. Jusqu'ici, je n'ai eu qu'un âne pour monture, j'étais alors berger, la vie me menait dure. Je suis Hongrois pourtant, et mon sort est fatal. Dieu fit pour le Hongrois la selle et le cheval. Au discours de Jeannot, la langue bien pendue, ses yeux ont ajouté leur prière éperdue. Il plut au capitaine et se vit sans retard engagé sur le champ dans les rangs des hussards. Il faudrait à vrai dire être bien éloquent pour dépeindre la joie de Jeannot, revêtant enfin culotte rouge et veste à brandebourg, et brandissant son sabre aux fiers rayons du jour. Jusqu'aux étoiles rues sont trop fougueux coursiers, et toutefois, dès que Jeannot l'eut enfourché,
Celui-ci se fit chancelle comme un piquet, et la terre en tremblant ne l'aurait délogé. De sa mâle beauté, de sa force étonné, par tous ses compagnons, il fut vite admiré. De quitter leur quartier lorsque l'instant venait, souvent, à son départ, les fillettes pleuraient. Mais Jeannot n'a souci de fillettes en ce monde, tant il est occupé encore de sa blonde. Après tant de pays, sous tant de cieux rêvés, l'égal d'Ilouchka reste encore à trouver. L'instant d'après, il dévalait déjà la pente. Au-dessous d'eux, les cimes sont moins importantes. L'excitation fait maintenant place à la joie, quand au lointain le sol de France s'aperçoit. Ce sol français est une terre enchanteresse, vrai Canaan, et qui tient toutes ses promesses. Le Turc méchant de sa prospérité enrage et porte sur ce sol le meurtre et le pillage. Quand les Hongrois pénétrèrent dans le pays, déjà les Turcs pillards y volaient à l'envi, mettant à sac les beaux trésors des cathédrales, mettant à sec tous les cuveaux de vin des stalles. On pouvait voir de loin maintes villes en flammes, et de près tant de gens passer au fil des lames. Ils ont chassé de son palais le roi lui-même, arrachant de ses bras l'unique enfant qu'il aime. Quand les Hongrois trouvèrent le roi, c'est ainsi qu'il errait sombre et seul en son vaste pays. Ce que voyant et prenant part à ses alarmes, les hussards de pitié ont répandu des larmes. Le roi errant dit donc en s'adressant à eux: Mes chers amis, mon sort n'est-il point malheureux? J'ai des trésors à ceux de Darius comparables, et me voilà en proie à ce sort exécrable. Le chef alors, pour le conforter, lui répond: Ne gémis plus, roi de cette grande nation. Attends de voir, pour te sentir un peu remis, la belle danse infligée à tes ennemis. Nous nous reposerons encore cette nuit, tant nous a épuisé le dur chemin suivi. Mais demain, pas plus tard, dès que l'aurore brille, nous te retrouverons ton royaume et ta fille. Ma fille, la pauvrette, que nul ne protège, ma douce enfant chérie, où la retrouverai-je? Le chef des Turcs la tient sous son joug inhumain. Qu'un de vous la délivre, il obtiendra sa main. C'est pour chaque hussard un noble stimulant. Possédé par l'espoir, tous les cœurs sont vibrants. Chacun s'interrogea et chacun de se dire: Je ramène l'enfant ou pour elle j'expire. Mais Jeannot du Maïs est bien le seul, ma foi, qui ne prête l'oreille aux promesses du roi, car le cœur du héros ne se détourne pas, fût-ce pour un instant, de sa belle Ilouchka. Le soleil se leva, ainsi qu'il est d'usage, ce matin-là. Jamais, au cours de ses voyages, il ne vit ce qu'il voit, n'ouït ce qu'il entend, dans cette plaine où tous les hussards sont présents. On entend résonner la trompette de cuivre. Dressés à son appel, chacun se sent revivre. Et leurs sabres aiguisés dont l'acier étincelle, les soldats vont chercher leurs chevaux et les selles. Le roi voulait partir et qu'on le veuille ou pas, accompagner l'armée quand le chef des soldats s'interpose et voyant l'âge du roi vaillant, le retient sagement par le propos suivant. Arrête, auguste roi, et demeure à l'arrière, car ton bras fatigué n'a plus d'ardeur guerrière. Le temps a préservé l'élan de ton courage, mais à quoi bon si tu restes trahi par l'âge? C'est à nous, après Dieu, que tu confies ta cause, et nous faisons serment, roi, qu'avant la nuit close, l'ennemi ayant fui de ta terre natale, tu pourras remonter sur ton trône royal. Après quoi, les Hongrois sautent sur leurs chevaux pour rechercher les Turcs qu'ils retrouvent bientôt, et sans cérémonie, lors ils les abordèrent par la voix d'un héros leur déclarant la guerre. Le héros de retour résonne les trompettes et commence un combat dont la rage est complète. Cliquetis des épées, clameur folle des bouches signalent les débuts de ces luttes farouches.
L'éperon s'enfonçant dans le flanc des chevaux, le sol tressaille alors sous le choc des sabots. Peut-être est-ce plutôt la terre dont le cœur s'est soudain affolé en pressentant l'horreur. Les Turcs par un pacha à 7 queues sont conduits. 5 muides auraient tenu dans son ventre arrondi. Le vin lui fait trogne vermeille et sa figure n'est pas sans rappeler une courge bien mûre. Ce général ventru, en voyant les Hongrois, aligne ses soldats d'un ordre de sa voix. Ils obéissent tous et se tiennent rangés, même quand les hussards sur eux se sont rués. Mais Jeannot ne prend pas la chose en plaisantant. Il se jette sur le pacha en lui criant « Je te trouve trop gros pour un seul gars, compère. Attends juste un instant. Je fais de toi la paire. » Comme il l'avait promis, et sans s'expliquer mieux, Jeannot coupe aussitôt le gros pacha en deux, tombant des deux côtés de son cheval qui gronde. Son Excellence ainsi disparaît de ce monde. Ce que voyant les Turcs survivants en poltron criant « Sauf qui peut !» quittent les environs. Et jambes à leur cou couraient encore peut-être si plus vifs les hussards n'avaient été leurs maîtres. Sans bride et sans mort, un seul d'entre eux s'enfuit. Déjà sur ses talons vient Jeannot qui le suit. C'est le fils du pacha qui file ventre à terre en serrant contre lui un blanc fantôme clair. Jeannot s'écrie « C'est la fille du roi de France !» Inerte, elle est déjà tombée en défaillance. Jean du Maïs galope avant d'être sur lui. « Arrête par ta foi, lui crie-t-il, ne poursuis. Arrête ou j'ouvre enfin sur ton corps une porte par où ton âme vile en enfer se transporte. » Mais le fils du pacha n'aurait pas obéi si soudain son cheval ne s'affaissait sous lui. L'animal expire dans un dernier soupir et le fils du pacha alors se prit à dire « Pitié, pitié, soldat généreux, je t'adresse mes supplications. Épargne ma jeunesse. Je suis jeune et pour moi la vie a des appâts. Prends mes biens si tu veux, du moins ne me tue pas. » Garde tes biens pour toi, lâche qui me supplie. Mon bras ne daigne point t'arracher à la vie. Va-t'en loin d'ici, va dire aux tiens, là-bas, comment les leurs brigands ont reçu les trépas. Jeannot se rapprocha et mettant pied à terre, rencontra le regard de cet enfant si cher. Et la fille du roi, en ouvrant ses grands yeux, s'adresse à lui, tenant ce propos gracieux. Je ne veux pas savoir, mon cher libérateur, qui tu es, d'où tu viens, mais je t'offre mon cœur. Ma gratitude est grande envers toi et m'enflamme. Tu n'as qu'à le vouloir et je deviens ta femme. Dans les veines de Jean, le sang, non l'eau, palpite. C'est dire qu'à ces mots, un tumulte l'agite. Mais au seul souvenir d'Ilouchka, il apaise cette tourmente en lui qui le met mal à l'aise. Il dit courtoisement « Bon, avant toute chose, allons d'abord trouver ton père, belle Rose. Puis nous discuterons après de tout cela. » Précédant le cheval, il marche à petits pas. La troupe, à peine rentrée dans cette forteresse, survient Jean du Maïs, tout fier de sa prouesse. Près de lui, la princesse au radieux visage ressemble à l'arc-en-ciel escortant un nuage. En revoyant ainsi sa fille, le vieux roi la serre dans ses bras en défaillant de joie. Il lui prodigue alors même baisers paternels et seulement après s'écrie debout près d'elle. Rien ne me manque plus et mon sort est heureux, que l'on mande au plus tôt dès lors le maître que, et que pour régaler ses preux couverts de gloire, il apprête un festin bien digne de mémoire. Votre maître que, sire, a déjà tout prévu, glapit tout près du roi un accent imprévu. J'avais fait sans tarder glorieuse cuisine, le couvert est dressé dans la salle voisine. Ce discours résonna de manière agréable aux oreilles des preux pressés d'aller à table. Aussi ne fallut-il longtemps livrer bataille pour les pousser devant les monceaux de victuailles.
Ils avaient sans merci traité le Turc sauvage, et des mets succulents firent même carnage. Rien d'étonnant d'ailleurs si la faim les tenaille. Elle grondait en eux dès le champ de bataille. Les brocs de vin tintant passent de main en main, quand des lèvres du roi ces mots tombent soudain. Écoutez, gentil cavalier, le roi de France, car ce qu'il va vous dire est de haute importance. Dans la salle aussitôt, un silence a passé pour mieux saisir le sens du discours annoncé. Le roi, buvant un coup pour que sa voix soit ferme, se racle le gosier, puis s'exprime en ces termes. Toi donc, à qui je dois de retrouver ma fille, preux cavalier, dis-moi ton nom et ta famille. Roi, Jeannot du Maïs est mon nom de baptême. Ils sont paysans, mais j'en suis fier quand même. C'est ainsi que tout simplement Jeannot répond. Le roi lui dit, eh bien, je te donne autre nom, et puisque ta bravoure éclate à tous les yeux, à partir d'aujourd'hui, tu seras Jean le Preux. Or donc, cher Jean le Preux, écoute mes propos. Ma fille est grâce à toi vivante en mon château. Si tu la veux pour épouse, je te la donne, et prends avec sa main mon trône et ma couronne. Grand merci, noble roi, de votre bienveillance. C'est beaucoup trop pour moi que cette récompense. Hélas, et cependant je dois vous déclarer qu'il me faut refuser une telle bonté. Je devrais vous conter une bien longue histoire pour expliquer pourquoi je fuirais telle gloire, mais je crains d'ennuyer et j'ai toujours souci de ne jamais contraindre ou ennuyer autrui. Parle, parle, mon fils, s'écrie le souverain. Ton esprit est peut-être embarrassé d'un rien. Et par le roi de France ainsi réconforté, Jeannot n'hésite plus et commence à compter. Par où commencerai-je? Avant toute autre chose, d'où ce nom de maïs qui au risée m'expose? C'est que l'on m'a trouvé par un matin d'été dans un champ de maïs, et le nom m'est resté. L'épouse d'un fermier, et s'il en fut bonne âme, qu'elle me l'a narré des fois, la pauvre femme, vint jeter un coup d'œil un jour sur son maïs, et me trouva couché au milieu des épis. Je criai à tue-tête, alors, m'ouvrant les bras, la femme ayant pitié chez elle m'emporta, et elle me garda en son logis, disant, je l'élèverai bien, moi qui n'ai pas d'enfant. Par contre, son mari est brutal, coléreux, c'est rarement que je trouve grâce à ses yeux. À peine m'a-t-il vu entrer dans sa maison qu'il lance une bordée de terribles jurons. Bon gré, mal gré, l'homme finit par consentir, mais jamais d'un bon œil il ne put me souffrir. Et lorsque mon travail n'était pas de son goût, c'était bénédiction de recevoir ses coups. Entre coups et travail, ainsi ai-je grandi, n'ayant que peu de part aux joies de cette vie. Je n'avais qu'un plaisir et qu'un bonheur au monde, la présence au pays d'une belle enfant blonde. Cette fillette était de mes joies seule cause, sur les épines de ma vie l'unique rose. Je ne pouvais l'aimer et l'admirer davantage, on nous nommait les deux orphelins du village. Ce fut encore mieux quand je quittai l'enfance et sentis tout mon cœur frémir en sa présence. Ah, le jour bienheureux de nos premiers baisers, le monde autour de nous aurait pu s'écrouler. Sa marâtre, bien sûr, souvent l'a maltraité. Que le bon Dieu ne le lui pardonne jamais. Qui sait ce que Ilouchka eût subi de douleur si je n'avais été souvent son protecteur. Toutefois, le bon Dieu qui décide à son gré, de cette triste joie ne nous a rien laissé, car mon troupeau un jour, comment, pourquoi, qu'importe, s'étant disséminé, j'ai dû prendre la porte. À ma douce Ilouchka, je m'en fus dire adieu et suis parti ensuite à la garde de Dieu.
j'errai dans l'univers où me portaient mes pas, tant et si bien que je fus enrôlé soldat. Aussi ne compte pas sur moi, belle princesse, à ma seule Ilouchka appartient ma tendresse, et sans elle, serais-je ici-bas pour toujours, je n'aurai plus de joie, je n'aurai plus d'amour. C'est ainsi que Jeannot termina son récit, ne laissant de toucher tous ceux qui l'ont ouï. Des larmes ont baigné les joues de la princesse, larmes de compassion et larmes de tristesse. Le roi prend la parole et lui dit, bon et sage, je ne veux t'obliger, mon fils, au mariage. Mais peux-tu, Jean le Preux, refuser les présents, les gages d'amitié que je t'offre à présent? À ces mots, le bon roi fit ouvrir ses trésors. Un serviteur survient chargé d'écus et d'or. Il en remplit un sac immense qu'il lui laisse. Jeannot n'a de sa vie perçu tant de richesses. Cher sauveur, qui remis ma fille en ma maison, accepte ici le prix de ta belle action. Prends avec toi ce sac et sois-en sans surprise pour vivre heureux avec Ilouchka, ta promise. Je ne veux pas te retenir, car je pressens qu'à ta colombe vite en vol impatient tu vas courir. Pars donc, que les autres demeurent, qu'ensemble nous vivions encore de belles heures. Emportant Jean le Preux, la galère glissait, ses voiles appuyés au vent qui l'entraînait, mais les pensées de Jean glissaient encore plus vite, car de leur course rien ne retenait la fuite. Et Jean songeait ainsi. Mon Ilouchka bien cher, bel ange de ma vie dont mon destin s'éclaire, tu ne peux te douter du bonheur qui t'advient, que gorgé de trésors ton fiancé revient. Voilà ce que Jeannot ainsi pense et repense, tandis que sur les flots la galère s'avance. Toutefois, la Hongrie reste à bonne distance, ce pays étant fort éloigné de la France. Ainsi que la couleur du ciel l'avait prédit, un vent des plus violents le lendemain rugit, et sanglotaient les flots agités de la mer, sous le fouet brutal de l'ouragan amer. Un noir nuage vient dévorer la lumière, le céleste combat déclenche le tonnerre, zigzaguent les éclairs et la foudre délire, un éclair sait réduire en miettes le navire. Les débris du bateau s'en vont de toutes parts, et l'océan charrie tous ses corps sans regard. Quel fut alors le sort du pauvre Jean le Preux? Indifférents, les flots l'ont-ils pris avec eux? Les eaux l'ont entraîné si haut qu'à son passage son front s'en fut heurter la frange d'un nuage. Jean le Preux s'agrippa en hâte des deux mains à ce nuage-là et ne le lâcha point. Il s'y cramponna bien au prix de durs efforts, il y reste accroché, préservé de la mort. Le nuage finissant enfin par aborder, ils tombent tous les deux au faîte d'un rocher. Alors il promena son regard alentour, seul un nid de griffon animait ce séjour. Le griffon tendrement nourrissait ses petits, dans l'esprit de Jeannot la bonne idée surgit. Il rejoint doucement le nid et le griffon, et sur le dos du monstre il grimpe sans façon. Des éperons pointus dans ses flancs enfoncés, sa fantasque monture alors dut s'envoler. L'oiseau l'eût volontiers précipité à terre, il l'aurait jeté bas s'il avait pu le faire, mais Jean le Preux ne l'entend pas de cette oreille, il l'étreint fortement, le guette et le surveille. Il vole donc ainsi par quel pays, Dieu sait. Or un beau jour au ciel le soleil est monté, et le premier rayon de l'aurore, au passage, effleure le clocher pointu de son village. Que Jean le Preux alors s'est réjoui, mon Dieu, la joie lui fait monter des larmes dans les yeux. L'oiseau aussi, sentant la fatigue du vol, ne cesse plus alors de s'approcher du sol. Il se pose à la fin sur le haut d'un talus, épuisé de fatigue, haletant et perclus.
Jean l'abandonne donc à son sort indécis et part, de doux pensées assiégeant son esprit. Je ne rapporte pas de merveilleux trésors, rien que mon même cœur aussi fidèle encore. Chère et belle Ilouchka, pour toi cela suffit. Je le sais et je sais que tu m'attends aussi. Au moment de frapper, sa main devint tremblante, les soupirs se pressaient dans sa gorge haletante. La porte s'ouvre. Et quoi? Point d'Ilouchka ici, rien que des inconnus le fixant, l'air surpris. Il pense, apparemment je me serais trompé, rouvre la porte et se prépare à s'en aller. Qui cherchez-vous? Demande alors d'un air gracieux une femme accourte et jeunette à Jean le Preux. Jean explique. Aussitôt elle s'écrie. Oh, Jeannot, cher Jeannot, que l'air vous a hâlé. Je ne vous aurais pas reconnu sur le champ, tant vous avez changé, dit-elle s'étonnant. Il l'interrompt ainsi, avide de savoir. La jeune femme avait des pleurs dans ses yeux noirs. Où donc est Ilouchka? Oh, je voudrais le taire, pauvre maître Jeannot, mais elle est dans la terre. Il n'était pas debout, mais assis, par bonheur, car il serait tombé sous sa brusque douleur. Sa main tout aussitôt vola contre son sein, comme s'il en voulait extirper le chagrin. Médusée resta immobile et muet, puis il reprit soudain comme s'il s'éveillait. Dites la vérité, allez, soyez sincère. Elle a pris un époux, vraiment, je le préfère. Je pourrais espérer la revoir une fois, ainsi récompensée d'avoir gardé ma foi. Mais il lut dans ses yeux tristes de constater que ce qu'elle avait dit était la vérité. Jean laissa retomber son front contre la table et donna libre cours à la source des larmes. Ensuite, il ne parla qu'à mots entrecoupés, sous l'intense douleur où sa voix s'étranglait. Comme il l'en a prié, la jeune femme alla montrer à Jean le Preux la tombe d'Ilouchka et l'y laissa. Alors, défaillant et meurtri, il se laissa tomber sur le tertre chéri. Il revient sur ses pas. Parmi l'herbe sauvage poussait un grand rosier embaumant les parages. Il cueillit une fleur au buisson et partit. Mais le long de sa route,
il lui parlait ainsi. Fleur orpheline, toi qui poussas sur ces cendres, petite fleur, suis-moi et sois ma sœur d'errance. Je vais errer, errer jusqu'au bout de la terre, jusqu'au jour de ma mort que j'attends et espère. En errant çà et là, au gré de son destin, Jean le Preux se trouva guéri de son chagrin, et c'est sans désespoir qu'il contemplait la rose qui, couchée sur son cœur, si doucement repose. La rose est en effet cachée sur sa poitrine, rose prise au tombeau d'Ilouchka l'orpheline. Quand il la regardait, la douceur d'un dictame, subtil et délicat, réconfortait son âme. Il cheminait un jour, ce jour qui déclinait, offrait derrière lui le couchant violet. Le crépuscule enfin ne laissa plus de traces, la lune décroissante et jaune prit sa place. Un pêcheur sur la rive avait une cabane, un pêcheur déjà vieux jusqu'aux genoux la barbe. Il s'approchait de l'eau pour jeter son filet. Jean s'avance vers lui et commence à parler. Si je vous en priais bien gentiment, mon père, me feriez-vous gagner l'autre bord de la mer? Aurais-je de l'argent, je payerais volontiers, mais bon père, aidez-moi, je vous en saurai gré. Aurais-tu de l'argent que je n'en voudrais point? Repartit le vieillard, je n'en ai pas besoin. La profondeur des mers ici produit toujours ce peu par quoi ma vie peut poursuivre son cours. Mais toi, quoi donc t'amène ici, mon pauvre enfant? C'est la mer du prodige et des enchantements. Et pour toi, à nul prix je ne serai passeur de telle mer, n'ayant de bout ni de longueur. Comment? S'écria Jean, c'est la mer enchantée? Raison de plus pour moi de l'avoir abordée, et je veux la franchir, advienne que pourra. Il me reste un moyen, et mon sifflet est là. Il siffla donc avec énergie. Le sifflet fit surgir un géant bientôt à ses côtés. Peux-tu franchir à gué la mer que nous voyons? Demande Jean le Preux. Si tu dis oui, partons. Si je le peux, sourit le géant. Oh, c'est drôle, bien sûr que oui. Installe-toi sur mes épaules et cramponne-toi fort ensuite à mes cheveux. Il eut à peine dit qu'ils partirent tous deux. Et le géant portait sur son dos Jean le Preux, ses jambes parcourant d'un coup des demi-lieues. 2 semaines durant, il courut sans effort, mais ne réussit point à toucher l'autre bord. Mais quelle île est-ce là? C'est le pays des fées. Tu as bien entendu les récits qu'on en fait. Au-delà, c'est le bout du monde. En arrivant plus loin, la mer enfin plonge dans le néant. Porte-moi jusque-là, fidèle serviteur. Cette île a plus que tout des attraits pour mon cœur. Quant à moi, je veux bien, repartit le géant, mais un danger de mort en ce pays t'attend. Son accès, je le sais, est chose difficile, et des monstres affreux sont les gardiennes de l'île. Va, ne t'en soucie point, jusque-là tu me portes, et nous aviserons à faire ouvrir les portes. Ainsi rappelait-il au géant d'obéir, celui-ci, se gardant désormais de rien dire, le déposa au bord de ce pays lointain, puis faisant demi-tour, y rebroussa chemin. Ô merveilleux pays des fées, jamais d'hiver, un printemps éternel et doux règne sur terre, jamais le soleil ne s'y lève ou n'y repose, une éternelle aurore ici peint tout en rose. Au seuil du pays enchanté, là, Jean le Preux s'émerveille d'une splendeur berçant ses yeux. La clarté rose le fascine et l'éblouit, c'est à peine s'il ose voir autour de lui. Loin de le fuir, les fées alors vers lui accourent, avec l'enfantine douceur de leur discours, et tout en babillant gaiement, l'air enjoué, emmènent au cœur du pays Jean tout charmé. Quoi, même au pays de l'amour, cette autre terre, devrais-je traverser ma vie en solitaire? Faudra-t-il que tout me rappelle ici sans cesse que seul je ne connais la joie ni la tendresse?
Au milieu du pays des fées, un lac s'étend. Jean le Preux en gagne la rive et tristement, tirant la rose de son sein jadis cueillie, sur la tombe de son amour, lui parle ainsi. Toi, cher trésor de mon passé, gage sacré, montre-moi le chemin qu'il faut, je te suivrai. Il jette dans le lac la rose, et c'est à peine s'il ne s'y jette lui aussi d'extrême peine. Mais ô miracle merveilleux, dans l'eau brillante la rose devient Ilouchka jeune et charmante. Fou de joie, Jean dans l'eau du lac vif se jeta, ramenant sa ressuscitée entre ses bras. C'est que ce lac était empli d'eau de jouvence, celle qui redonne à la vie toute existence. La fleur naquit sur la poussière du beau corps, et l'eau ressuscita Ilouchka d'entre les morts. Je pourrais tout vous raconter, tout vous décrire, sauf cette joie de Jean le Preux presque en délire, quand dans le baiser d'Ilouchka, son ami cher, sa bouche assoiffée si longtemps se désaltère. Ravissante était Ilouchka. Les filles fées la contemplaient de tous leurs yeux, émerveillées. Elles la choisirent pour reine, et sur l'instant, les garçons fées pour souveraine élirent Jean. Ainsi donc, au milieu des fées et des délices, tout près de sa chère Ilouchka sans artifice, depuis ce jour a régné sire Jean le Preux, de l'aimable pays des fées, monarque heureux.